Chaque être humain sur cette terre possède une histoire unique qui commence par un départ. Nous sommes tous liés à nos ancêtres, qui ont vécu avant nous et ont contribué à façonner notre histoire familiale. Le peuple Mundan ne fait pas exception à cette règle universelle. Dans cet article, nous allons explorer l'histoire intrigante des ancêtres du peuple Mundan pour mieux comprendre leur origine et comment leur histoire a influencé l'identité actuelle du peuple Mundan. Les Mundans sont un peuple d'Afrique centrale vivant principalement au sud-ouest du Tchad, également au nord et à l'extrême nord du Cameroun, et dans une moindre mesure au nord-est du Nigeria. Selon les sources et le contexte, on rencontre différentes formes: Kael, Marais, Mundan, Mundan, Mindan, Mindan, Musambani, Musamban, Nda. Les Mundans ont souvent été rattachés au grand groupe des Kirdi, une appellation donnée par les populations islamisées voisines, notamment les Peuls, et reprise par la littérature coloniale. Longtemps péjorative, païen, cette dénomination évolue quelquefois vers une affirmation identitaire. Si au Tchad les Mundans sont connus sous l'appellation de Zedani, au Cameroun par contre ils se font appeler Kabi. Cavalier Mundan, Mission Molle, 1905 à 1907. Le royaume Mundan de Léré est fondé par Damba, fils cadet du roi de Libé, au début du XVIIIe siècle. Les Mundans parlent le Mundan, une langue nigéro-congolaise. Le nombre de locuteurs était estimé à 235 700 dans les années 2000, dont 191 000 au Tchad, 2006, et 44 700 au Cameroun, 1982. Le royaume Mundan est un ancien état du centre de l'Afrique, localisé autour de la ville de Léré dans le sud-ouest du Tchad, près de la frontière avec l'état du Cameroun. Ce royaume est apparu au milieu du XVIIIe siècle et couvrait un territoire d'environ 5000 km². Les souverains animistes Mundans ont dû faire face aux assauts militaires des Peuls musulmans puis à la colonisation française. Le royaume n'existe plus aujourd'hui en tant qu'entité politique indépendante, mais seulement comme une chefferie traditionnelle en relation avec les autorités administratives tchadiennes modernes. La monarchie Mundan était un pouvoir politique qui garantissait l'ordre social, cosmique et symbolique à travers des rituels fondés sur le calendrier agricole. Leur justification trouvait leurs racines dans les mythes, les faits et les gestes de Damba, le premier roi, Gougong, Mundan. Ce système de pensée attaché au concept de « royauté sacrée » a été étudié par l'anthropologue et ethnologue français Alfred Adler dans le dernier quart du XXe siècle. La royauté sacrée est l'un des thèmes de l'histoire comparée des religions. Cette notion apparaît chez des peuples de l'Antiquité et chez des peuples, surtout africains, étudiés par des anthropologues contemporains. La théorie du « roi divin » ou du « roi sacré » fut mise au jour, vers 1890, par l'ethnologue britannique James George Frazee, 1854 à 1941, pour expliquer la légende du rameau d'or dans la Rome archaïque, le meurtre par son successeur du roi prêtre de la déesse Diane dans le bois sacré de Némi étant selon lui le modèle originel. Il développa sa pensée en s'appuyant sur des exemples tirés des peuples africains, en commençant par la monarchie sud-soudanaise des Chiyuku. Selon la mythologie locale, le souverain est exécuté au premier signe de faiblesse sexuelle. L'impuissance du roi est alors vue comme le signe d'un danger pour la fécondité des humains, des troupeaux et des plantes cultivées. Pour Frazee, le roi divin possède donc un pouvoir, volontaire ou non, sur la nature. Son peuple le considère comme le centre de l'univers. À ce titre, ses actes influencent le cosmos. Ses gestes doivent être contrôlés par le protocole et les rituels. Le roi doit donc être exécuté quand son corps décline, dans le but d'éviter le déclin du monde et de la société. La notion de roi divin fut ensuite critiquée ou rejetée par les successeurs de Frazee. L'évolution frasérienne en 3 étapes, magie, religion, science est aujourd'hui jugée non pertinente. En 1948, Evans Pritchard va même jusqu'à nier l'existence du meurtre rituel du roi Chiyuk, n'admettant que des complots politiques et des problèmes dynastiques. Cette vision trop restreinte fut à son tour remise en cause en 1966 par Michael Young à partir de ses travaux sur le régicide chez les Jukuns du Nigeria. L'ethnologie a maintenant démontré que le meurtre du roi est une pratique présente dans de nombreux royaumes africains. Dans certains cas, la personne du roi est remplacée par une victime humaine ou animale. Les États africains, qui ont intégré le régicide dans leur structure symbolique, peuvent être très divers. L'autorité temporelle du roi peut être forte ou très faible.
Le roi sacré peut s'incarner dans un despote militariste et viol qui règne sur de nombreux sujets. Au contraire, il peut n'être qu'un pontife bienveillant dont l'autorité spirituelle ne s'exerce que sur quelques villages. Les Mundans considèrent leur roi comme un faiseur de pluie. Il a le pouvoir de faire tomber la pluie ou au contraire d'empêcher sa venue. Cette faculté sur la nature faisait que le souverain était soit craint soit respecté. Nos ancêtres pensaient que le Goleri avait le pouvoir de faire la pluie ou la sécheresse. Par exemple, une brume comme celle de ce matin, il l'attribuait au roi. Des très grosses chaleurs, des vents très violents et des tornades dévastatrices, on disait qu'ils étaient le fait du roi. Des criquets dévoreurs du mil, on disait la même chose et c'est à cause des criquets qu'on a chassé Go-2, l'usurpateur qui succéda à Go-Kajonka. Les vieux murmuraient que le roi avait ouvert la porte de la case des criquets, nos ancêtres connaissaient le nom de Dieu, Mazin, mais ils s'abandonnaient seulement aux mains du roi. On prononçait le nom de Dieu pour les maladies, on invoquait son nom pour qu'il aide à la guérison, mais on pensait que le roi de l'Éré pouvait obtenir de Dieu ce qu'il voulait, en mal comme en bien. Manguet, informateur de l'ethnologue Alfred Adler. Une des caractéristiques des « rois sacrés » est d'être exécutés à intervalles réguliers, s'ils ne mouraient pas de mort naturelle durant leur temps de règne. La chronologie des règnes successifs des rois Mundans reste encore très largement incertaine. On ne peut donc pas discerner avec certitude la fréquence du régicide rituel. Toutefois, des complots et des assassinats ont été remarqués. Il semble cependant que cette pratique ait été effective. Pour l'ethnologue allemand Leo Frobenius, un des premiers Européens à avoir exploré cette zone de l'Afrique, la monarchie Mundan a instauré un rapprochement entre le régicide du roi et la circoncision collective des jeunes garçons. Les Mundans, à l'exemple de leurs voisins méridionaux, célèbrent avec enthousiasme la circoncision, le Djangre. Celle-ci ne peut avoir lieu qu'à la mort d'un roi, Gong, mais aussi chaque roi, qu'il s'agisse d'un souverain puissant régnant sur l'Éré ou d'un chef de commandant d'un village, doit mourir au terme de la 7e ou 8e année de son règne, il doit mourir qu'il le veuille ou non. La personne à qui il incombe de forcer cette éventuelle résistance du roi n'est nul autre que son Pulian, autrement dit le frère de sa mère. En effet, si le roi ne meurt pas de lui-même après 8 ans de règne, il faut que le Pulian traîne au bout d'une corde, enveloppé dans la peau d'une vache blanche, le crâne du père défunt du roi, son prédécesseur, et qu'il se promène ainsi devant la place où se tient le roi, excédentaire, pour qu'il voie son memento mori. Quand le roi voit cela, il meurt infailliblement la nuit suivante. Une fois que ces choses faites, une deuxième charge incombe au Pulian, il doit couper la tête du roi qui vient de mourir. La tête ainsi coupée et cousue dans la peau d'une vache blanchée, ainsi cachée, elle est introduite dans une grande poterie. L'urne funéraire est portée avec beaucoup de soin vers une montagne où se trouve une caverne faisant fonction de mausolée des crânes royaux. Mais le tronc est jeté dans une rivière et nul ne se soucie du cadavre du roi. Leo Frobenius, Atlantis v. 76. Passage traduit par Alfred Adler. Le chef de Libé avait plusieurs fils. Mais son préféré était Damba, un de ses fils cadets. Le jeune homme, vigoureux et sportif, excellait dans la pratique de la chasse. Damba rapportait ainsi beaucoup de gibier à son père. En retour, le chef le remerciait en lui prodiguant des conseils et en lui transmettant sa sciennerie, magie. Les anciens du village, en constatant cette préférence, se mirent à comploter contre Damba. Ils craignaient en effet que Damba ne cherche à évincer son frère aîné de la succession au trône. Une vieille servante entendit les conciliabules des anciens et en rapporta la teneur à Damba. Dans la crainte d'un assassinat, Damba décida d'abord de passer plus de temps à chasser dans la brousse. Mais un jour, Damba s'éloigna définitivement du village paternel. Après quelque temps, Damba se trouva sans le savoir sur le territoire des Mundans, près du village de Moukréan, alors dirigé par les Kizérés. À cette époque, la terre était très peu peuplée et le peuple Mundan ne comptait que peu de clans, les Kizérés dont les Kizbalins, Kizérés aux jambes grêles, qui détenaient la chefferie Mundan, le clan Laharé, le clan du buffle, Banse, l'éteur, le clan des oiseaux, Banju, le clan des lions, Banbal, et le clan de la ronde, Banmafali. Alors que la saison sèche faisait rage, Damba rencontra deux jeunes filles qui s'étaient éloignées du village pour aller creuser un puits pour puiser de l'eau près d'une rivière asséchée. La jeune fille du clan Teré, en voyant Damba sale et hirsute, prit peur et s'enfuit vers le village. Mais la fille du clan du buffle engagea la conversation avec Damba et lui donna de l'eau pour qu'il puisse se rafraîchir.
Pour remercier la jeune fille, Damba lui offrit de la viande. La fille rentra au village et présenta ce don à ses parents. Ces derniers ne connaissaient pas cette nourriture mais ils la trouvèrent très bonne à manger. Le lendemain, les filles retournèrent vers Damba. Elles lui offrirent de la farine de mil et en retour Damba leur donna encore de la viande. Après cet échange de nourriture, Damba se fiança avec les deux filles. Le troisième jour, les pères des deux fiancés se présentèrent devant Damba. Ce dernier raconta à ses beaux-pères sa fuite puis leur fit un don de viande séchée. Le quatrième jour, Damba s'installa finalement au village et procéda à une distribution générale de viande pour tous les villageois présents. Après cela, Damba prit une troisième épouse, la fille du chef des Kisbal. Antilope cheval, gibier de Damba, le chasseur devenu roi des Mundans. Damba, une fois installé au village avec ses épouses, continua à chasser dans la brousse et à distribuer son gibier. Devant la générosité de Damba, les anciens du village se mirent à comploter contre leur chef du clan Kizéré. Ils lui reprochaient son avarice et ses maigres dons de haricots. Les anciens proposèrent alors à Damba de devenir leur chef. Dans un premier temps, Damba refusa de participer à ce complot en prétextant de n'être qu'un étranger. Un jour, Damba tua une antilope cheval. Il rapporta la viande au village et ses épouses firent bouillir la viande dans 3 grandes marmites. Damba fit déposer les marmites dans son talus, là où tous ont entreposé les flèches et les carquois, un lieu interdit aux femmes menstruées et aux hommes non invités. Damba invita ensuite les anciens à un banquet et les régala de viande en sauce et de bière de mil. Au bout de 3 jours, les anciens et Damba se mirent d'accord pour écarter du pouvoir le chef Kizéré. Les comploteurs demandèrent à un devin la marche à suivre pour que leur entreprise arrive à bon port. Ils demandèrent à un enfant, un petit-fils du chef de saboter son arc en limant à moitié la corde de son arc. Ceci fait, ils crièrent contre le chef et lui ordonnèrent de partir. En colère, le chef se saisit de son arc pour tuer les comploteurs. Mais la corde cassa et le chef dut piteusement s'enfuir avec les siens sous des jets de cailloux. Sa fuite prit fin à Bissi où les Kizéré fondèrent une nouvelle chefferie. Quelques vieillards Kizéré restèrent auprès de Damba mais lui jurèrent fidélité en allumant un feu devant le palais royal. Ce geste est renouvelé à l'ouverture de chaque fête du Fing Mundan, Nouvel An, les Kizéré fidèles à Damba ayant été nommés Puliazedawi, dignitaires du feu.